Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons approfondi les réglementations, les termes, les dispositifs liés à la mobilité durable et nous avons commencé à évoquer le processus de mise en place d'une stratégie via un diagnostic. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans le détail de ce diagnostic et des différents volets qui le composent. En effet, le diagnostic est la pierre angulaire de votre stratégie, celle qui vous donnera la marche à suivre et vous permettra d'avoir des actions cohérentes et impactantes pour la suite. Un diagnostic n'est pas unique, chaque organisation est différente. Il prend en compte le passé, le présent et le futur. Il prend aussi en compte les besoins, les envies et les difficultés. Enfin, il prend également en compte la réalité d'une organisation, ses coûts et les individus qui la composent. Pour échanger sur tous ces aspects, j'accueille aujourd'hui Luc Lavielle, chef de projet Mobilité Climat, et Jules Richard, chef de projet Mobilité au sein de BL Evolution. Bonjour Luc et Jules. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter ainsi que BL Evolution ? Bonjour, moi c'est Luc Lavielle, je suis associé et je travaille chez BL Evolution depuis un peu plus de 6 ans. Je suis basé en région Auvergne-Rhône-Alpes à Grenoble et je travaille avec des collectivités et des entreprises sur les questions de mobilité durable. Donc, j'accompagne les collectivités sur des sujets de planification, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur des aménagements cyclables par exemple, et les employeurs dans les plans de mobilité employeurs. À titre personnel, je suis engagé dans la transition écologique et je suis aussi usager des différents modes de transport durables, notamment le train et le vélo. J'utilise mon vélo au quotidien et même pour mes voyages. Bonjour à toutes et tous, Jules Richard de mon côté. Je suis également salarié de BL Evolution depuis un peu plus de 2 ans. Comme Luc, je travaille essentiellement sur les sujets de mobilité, allant de la planification cyclable, jusqu'aux enjeux d'AMO en transport en commun. Et bien sûr, je travaille aussi sur l'accompagnement des employeurs, tant publics que privés, que ce soit des collectivités ou des petites aux grandes entreprises. De formation, j'ai suivi un cursus d'ingénieur plutôt dans l'aérospatiale et j'ai décidé il y a quasiment 6 ans de me reconvertir dans un sujet qui m'attirait beaucoup, notamment le vélo et j'ai effectué cette conversion suite à un voyage à vélo qui a duré 1 an, un peu plus d'1 an. BL Evolution est une société coopérative créée il y a une quinzaine d'années. On est actuellement 90 répartis sur les sites de Paris, Marseille, Lyon, Grenoble et Rennes. On accompagne les collectivités et les entreprises sur la transition écologique. Et donc, les entreprises sont accompagnées sur les sujets comme le climat, la biodiversité, la RSE, le numérique responsable ou encore l'économie circulaire. Et les collectivités sont accompagnées sur la transition écologique des territoires, l'environnement et les mobilités durables. Merci. Pour commencer cet épisode, Luc, pouvez-vous définir ce qu'est un diagnostic de mobilité au sein d'une organisation ? Le diagnostic de mobilité est une étape importante du plan de mobilité employeur, c'est la première étape. L'idée est de faire l'état de lieu de l'offre et de la demande en matière de mobilité. Et on va vous détailler un petit peu dans ce podcast comment on fait ça. C'est important de bien définir le périmètre du plan de mobilité. Il peut comprendre les trajets domicile-travail, les trajets professionnels, les trajets des clients ou des visiteurs. Et on peut aussi élargir le périmètre à tout ce qui va être la logistique et donc aux fournisseurs. Les défis du diagnostic est tout d'abord d'embarquer et d'impliquer au maximum un maximum de personnes dans l'organisation, à la fois les collaborateurs, les collaboratrices, mais aussi la direction et toutes les personnes ressources qui vont porter les actions. Le plan de mobilité employeur a un certain nombre de bénéfices pour l'entreprise, que ce soit en termes de santé, de qualité de vie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'attractivité, de marque employeur et même des bénéfices économiques. L'idée est de s'inscrire dans une démarche réelle d'action et de montrer l'importance de ne pas se cantonner à ce qu'on fait déjà. Le diagnostic est très varié selon les organisations qui ont des spécificités et des localisations très différentes. Et donc, on va essayer de comprendre les motivations aussi de ce diagnostic. Quelles sont les personnes qui sont à l'initiative du plan de mobilité. La motivation
des salariés et de la direction pour avancer est vraiment primordial. Le diagnostic comporte donc 4 volets qu'on va vous détailler juste après. Merci Luc. Donc il y a donc 4 grands volets dans un diagnostic. Le premier volet est l'enquête aux salariés. Jules, en quoi consiste-t-il? Alors, cette enquête, comme l'a dit Luc, on peut même, peut élargir, les personnes, qui vont y répondre. Comme l'a dit Luc, le périmètre, est défini du coup au début du diagnostic et en fonction de ce dernier, on choisira, les personnes à qui envoyer cette enquête, qu'ils soient les salariés, mais peut aussi être, les fournisseurs, les visiteurs et cetera. Cette enquête a pour but de mieux connaître, les habitudes de déplacement des personnes qui vont y répondre et son objectif est de récolter un maximum de réponses pour pouvoir faire une photographie la plus précise possible de l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, il va y avoir différents corps de métier qui vont ou pas avoir des horaires de travail différents, des niveaux de difficulté physique également, différents et si on rate, des réponses de certains corps de métier, on n'aura qu'un diagnostic partiel ou qui pourrait même être erroné. Les différentes réponses que l'enquête nous rapporte sont non seulement connaître les habitudes actuelles de déplacement, mais aussi d'estimer le potentiel de report modal, c'est-à-dire les, heu, les potentiels modes alternatifs que les salariés ou les visiteurs seraient prêts à utiliser et ou sous quelles conditions, seraient-ils prêts à changer de mode de transport. Cette enquête nous permet aussi de savoir si, les employés sont satisfaits de leur mode actuel. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas, spécifiquement de raison de, les faire changer de transport. L'enquête est aussi, l'occasion idéale de proposer un espace d'expression à des personnes qui souhaiteraient s'impliquer dans des démarches de changement d'habitude ou, de mener des groupes, d'accompagner par exemple des cyclistes qui ne seraient pas habitués à se rendre sur le site de l'entreprise. Donc ça va être un espace d'expression et de récolte de collaborateurs ou collaboratrices qui souhaiteraient s'impliquer, plus dans cette démarche. Toujours sur le périmètre, l'enquête pourra, aborder au choix, soit les déplacements domicile-travail, soit les déplacements professionnels qui ne sont pas abordés de la même façon par les collaborateurs, collaboratrices. Par exemple, sur les déplacements professionnels, c'est souvent des choix qui sont imposés ou qui sont limités par l'employeur et sur lequel il a beaucoup de marge de manœuvre en fonction des logiciels de réservation qui sont utilisés ou de l'équipe administrative RH qui va faire des choix, vers, des billets d'avion, des billets de train ou favoriser le covoiturage, ça peut aussi être une option. Merci Jules. Une fois le premier volet terminé, quel est le second? Le second volet, c'est la cartographie des adresses RH anonymisées, qui est donc un volet assez important. En fait, ça va être une cartographie de toutes les adresses RH des salariés d'une entreprise et donc on va pouvoir, comme ça visualiser, sous forme de petits points sur une carte, l'ensemble des potentiels et des différentes, distances domicile-travail. Hem Donc en fait, cette cartographie-là, elle va permettre de calculer très précisément le potentiel maximum de chacun des modes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, regarder dans un périmètre de, par exemple, 1 kilomètre, 1 kilomètre 5, le potentiel de la marche à pied. Ensuite, entre 1 kilomètre 5 et 6 à 8 kilomètres, le potentiel du vélo mécanique. Puis au-delà, entre 8 et 12 kilomètres, voire un petit peu plus, parfois, le potentiel du vélo électrique. Et puis ensuite, on va regarder, par rapport aux différents arrêts de bus, de tramway, de train, on va regarder le potentiel aussi des transports en commun avec le nombre de personnes qui se situent dans des distances faibles de ces arrêts de bus ou de train. Et puis enfin, on va aussi avoir, sur la cartographie des axes qui vont se dessiner avec les potentiels de covoiturage, selon les personnes qui sont, le long d'un même axe. Donc en fait, à partir de cette cartographie des adresses RH anonymisées, on va, calculer le potentiel maximum de report modal et donc on va pouvoir, ensuite,
créer et proposer différents scénarios entre la photographie de l'existant issue de l'enquête expliquée précédemment par Jules, et donc la part modale actuelle des différents modes, et puis le potentiel de report modal maximum issu de la cartographie et des adresses RH. Cela va nous permettre donc d'avoir plusieurs scénarios qui vont se proposer pour l'entreprise. Également, rappeler qu'il y a le RGPD qui est aussi applicable en France. Et donc, bien évidemment, on se doit d'avoir des adresses RH qui soient anonymisées et de prendre soin et précaution des fichiers qui nous sont envoyés, qui sont en général des fichiers Excel. Merci Luc. Les 2 premiers volets se réalisent avec des données que l'on vous donne. Pour le 3e volet, place à la visite sur site avec la réalisation d'un diagnostic d'accessibilité. Jules, quelles informations souhaitez-vous obtenir pendant cette visite? Alors, les 2 premiers volets permettent de récolter des informations, soit, très brutes et objectives comme les données d'adresse, dont vient de parler Luc, ou les ressentis des salariés. Et enfin, la visite sur site va permettre de donner une épaisseur, une 3e dimension à toutes ces données accumulées et de pouvoir aussi, rendre, compte sur le terrain de, ces cartes qu'on a pu analyser, via les adresses RH ou via les ressentis des usagers. Typiquement, si certains, collaborateurs ou collaboratrices nous font remonter que, les bus le matin sont souvent bruyants, trop pleins et cetera, cette visite terrain va permettre vraiment de aussi, ressentir ces conditions réelles de déplacement, et de rendre compte de l'accessibilité, du site. Typiquement, tous les aménagements, cyclables qu'il y aura aux alentours ou même qualitativement les aménagements piétons, via des traversées qui peuvent être, dangereuses ou très longues ou faire des détours, sont des choses dont on ne peut pas forcément se rendre compte seulement sur la carte. Donc on va essayer de donner une épaisseur à, ces données objectives, via une visite de site. Généralement, ce qu'on fait, nous chez BL Evolution, sur d'autres missions également, c'est déjà d'essayer un maximum de se rendre sur les sites en transport en commun, souvent, mutualisés avec, des vélos pliants. Et cela permet aussi de rendre compte, hem, par exemple, de conditions réelles, donc souvent à l'heure de pointe, d'essayer d'y aller le matin dans les trains, les bus et aussi de voir, les déplacements à vélo, au moment où le trafic est le plus, congestionné. On va regarder donc la qualité des aménagements, des cheminements. Une fois arrivé sur le site, on va pouvoir aussi se rendre compte des infrastructures proposées par l'employeur, comme les casiers, les douches, les vestiaires. De vérifier leur bon état de fonctionnement, s'ils sont bien indiqués aussi, comme on arrive pour la première fois sur les sites. Une fois sur place, on peut aussi envisager, d'améliorer, enfin de compléter les données d'enquête par des entretiens, qu'on appelle, flash, avec des salariés que l'on croise ou des fournisseurs, pour savoir si, ils ont des points à faire remonter d'amélioration de leur déplacement. Et du coup, c'est cette visite terrain apporte vraiment, une connaissance, hem, sur place, propre à l'employeur et nécessite de faire l'exercice de se mettre dans la place du quotidien, vécu par les salariés. Donc c'est, très intéressant de confronter, la représentation théorique qu'on avait, du cadre de déplacement à, la réalité, l'ambiance générale. Toute cette information-là, ensuite, on la retraite, via nos outils cartographiques pour essayer de les faire apparaître, les cheminements dangereux, les cheminements directs, les petites améliorations de stationnement ou de franchissement de trottoir, par exemple, pour ensuite en faire un compte rendu exhaustif à l'employeur. Merci Jules. Une fois tous ces éléments récupérés, Luc, quels sont les éléments qu'il vous manque pour compléter le dernier volet? Le dernier volet, ça est constitué d'entretiens avec les personnes clés de l'entreprise. Donc ça va être souvent les RH, les personnes responsables de la RSE ou de la mobilité, parfois les gestionnaires de flotte s'il y en a, peut-être des groupes de cyclistes aussi qui peuvent nous apporter des informations intéressantes. Et donc on va planifier des entretiens avec ces différents groupes de personnes ou ces différentes personnes ressources. L'idée, c'est déjà de récupérer tout ce qui va être
informations et documents aussi qu'on va pouvoir, analyser, pour compléter le diagnostic et aussi des informations spécifiques comme, le forfait mobilité durable, combien de personnes en bénéficient, quel est le montant, comment on l'obtient, est-ce que c'est une attestation sur l'honneur et cetera. Les éléments comme le télétravail, la flotte de véhicules, combien de véhicules, de quel type, la flotte de vélos, le système de réservation, voilà, tout ce qui va un petit peu toucher à la mobilité et qui est, dans les mains de certaines personnes, ressources de l'entreprise. On va aussi analyser tout ce qui a déjà été mis en place, dans le passé. Donc souvent, c'est des personnes qui sont là depuis, quelques années, voire décennies, donc ils peuvent nous retracer un petit peu l'historique, des tests, des actions mises en place, des échecs, des réussites et cetera. Et donc on va pouvoir un petit peu, comprendre aussi tout le contexte de l'employeur, par rapport à la mobilité. En plus de ces entretiens-là, on va pouvoir aussi organiser des ateliers avec les salariés, motivés, par exemple. Ça peut être des ateliers de sensibilisation sur les mobilités durables, mais ça peut être aussi des ateliers de co-construction, à la fois du diagnostic et ensuite aussi des scénarios et du plan d'action. Donc, ça permet, à la fois de voir les personnes motivées et derrière de faire en sorte que les actions qui seront proposées aient plus de chances, d'être réellement appliquées. Enfin, ces entretiens vont aussi nous permettre de regarder tout ce qui est, de l'ordre de la démobilité, donc c'est-à-dire, la réduction des distances ou de la fréquence des déplacements de domicile-travail et qui va être surtout géré par, ces personnes ressources comme, la mobilité interne par les RH, comme, les garderies pour les enfants, la cantine, la politique de télétravail ou de coworking, voilà, qui vont nous permettre de aussi, ajuster les propositions sur la démobilité. Et en conclusion, on voit que ces 4 volets, en fait, forment un diagnostic complet entre, analyse quantitative et qualitative et l'objectif, c'est de réaliser un maximum de ces volets-là pour avoir un diagnostic le plus complet possible. Mais bien évidemment, en fonction du contexte de l'employeur, on peut en réaliser, au cas par cas et ça nous permet déjà de bien entamer le diagnostic de mobilité. Merci Luc. Maintenant que les différents volets d'un diagnostic ont été expliqués, il est important de rappeler que les actions mises en place dépendent de l'employeur, mais aussi d'organismes extérieurs. Jules, quels sont, pour vous, les éléments à prendre en compte lors de la réalisation d'un diagnostic qui ne dépendent pas que de l'employeur? Alors, l'employeur, en fait, va avoir, un certain nombre, de leviers d'action à sa disposition, sur lesquels il pourra agir directement et d'autres leviers d'action dépendent par contre, d'acteurs, sur lesquels il n'a pas, un comment dire? Il n'a pas un levier, direct, donc il va devoir, créer des partenariats, créer des ponts et des échanges avec ces personnes-là. Notamment en France, un organisme assez intéressant, enfin une institution assez intéressante sont toutes les collectivités, territoriales. Maintenant, c'est assez souvent à l'échelle de l'intercommunalité, avec, notamment la loi LOM et les autorités organisatrices de la mobilité sont des acteurs incontournables pour les employeurs, hem, sur les questions de mobilité. On pense donc que, tous les employeurs devraient se rapprocher, échanger avec ces interlocuteurs-là, même si c'est souvent assez difficile, pour les entreprises privées d'identifier, quel est le bon échelon territorial à qui, écrire. Donc, c'est aussi nous, notre travail de trouver, les bons points d'entrée. Donc bon à savoir pour les employeurs, souvent, c'est, les agglomérations, les communautés de communes qui auront ces compétences-là. Parfois sur, des moyens de transport plus lourds comme le rail, ça sera plutôt, les régions, hem, desquelles il faudra se rapprocher. Là, plus on augmente dans les échelles institutionnelles, plus c'est compliqué de trouver des interlocuteurs, mais ça reste néanmoins possible. Et de plus, il y a souvent une frustration de la part des employeurs qui peuvent payer une taxe locale, le versement mobilité et souvent une frustration de ne pas avoir, hem, le le bon niveau de service par rapport au versement de cette taxe qui est payée et c'est d'autant plus important du coup d'avoir des échanges constants
sur les besoins de l'employeur et les services que la collectivité peut mettre en place. Donc nous, on pense que la communication, les échanges, le partenariat entre les employeurs privés et les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, sont très importants. Donc si on résume cette partie-là, la collectivité, elle va planifier, organiser, aménager sur un temps long toutes les politiques de transport, alors que l'employeur est souvent sur des échelles de temps plus courtes, moyen terme, et va essayer, même si les emplois du temps sont quand même fixés sur une temporalité assez longue, on sait assez bien qui va travailler en horaire de bureau et qui ne travaillera en emploi posté, par exemple. Donc il y a aussi des choses qui restent inchangées, mais c'est vrai que les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Et c'est important de pouvoir expliquer les problématiques de l'un et de l'autre. Par exemple, la collectivité va essayer aussi de satisfaire un maximum de personnes, donc pas uniquement les actifs et les employeurs, mais aussi des personnes âgées, des scolaires. Donc il y a toute cette vision globale qui doit être partagée des problématiques de l'un et des solutions de l'autre. Dernière dimension pour les employeurs, c'est aussi de communiquer avec ses voisins parce que souvent, on a du stationnement qui peut être partagé d'un employeur à l'autre. C'est vrai pour le stationnement motorisé, mais comme pour des stationnements vélos. Euh, Par exemple, chez BL, nous, on a des stationnements qui sont en sous-sol. On est dans un grand immeuble, enfin, notamment le site de Paris. Et nous pouvons proposer à d'autres employeurs de l'immeuble d'utiliser au cas par cas certains arceaux vélos, par exemple. C'est aussi très important sur le covoiturage pour gagner en échelle et d'avoir plus de conducteurs ou de covoitureurs. Merci Jules. Pour terminer cet épisode, avez-vous un dernier mot à transmettre ? Oui, ce serait de tenir compte vraiment des spécificités de l'employeur. Donc vraiment, tout ce qui va être propre à cette entreprise-là et qui va faire que la mobilité est différente de notre employeur. On l'a dit un petit peu tout au long de cet épisode. Nous, on est assez convaincus que les modes actifs, notamment le vélo, a un potentiel assez important. Il y a des entreprises qui ont 30, 40, voire 50% de personnes qui viennent à vélo très régulièrement. Mais il faut aussi tenir compte du contexte de l'employeur, de sa situation géographique et de la localisation de ses salariés. Et donc de prendre en compte aussi les transports en commun, le covoiturage et sans oublier les politiques de démobilité. Ce qui est vraiment important, l'objectif final, c'est de faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices ne viennent pas seuls dans leur voiture. Merci pour ces derniers mots. Merci beaucoup Jules et Luc pour les explications sur cet épisode. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour ce podcast. Au revoir. Merci beaucoup à Luc et Jules pour tous ces éclairages autour du diagnostic. En deuxième partie de cet épisode, nous retrouverons Philippe Pinoli, responsable des transports de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Il nous expliquera les réalisations concrètes d'un diagnostic au sein de sa communauté d'agglomération.